BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 pile en ce mercredi 4 février. Très heureux de vous retrouver et bienvenue sur le plateau de Tech & Co sur BFM Business, bien évidemment, à la radio, à la télé, replay, podcast. Vous le savez, on est là chaque soir, du lundi au jeudi, 19h30, 21h. On parle de tech et on essaie de décrypter en fait toute cette actu technologique qui arrive de toutes parts. Avec ce soir, au sommaire de Tech & Co, on va s'intéresser aux robotaxis et notamment à Waymo qui vient d'annoncer avoir levé 16 milliards de dollars et puis surtout annonce son arrivée en Europe. On va en parler. On reviendra évidemment sur ce gros sujet d'actu tech en France avec cette perquisition dans le réseau social X. Pourquoi faire ? On va tout vous expliquer tout à l'heure. Et puis, à la fin de ce Tech & Co, je recevrai Patrick Pérez, qui est le CEO de QTAI. QTAI qui dévoile une IA vocale pour redonner la parole aux personnes qui la perdent et notamment qui sont atteintes de la maladie de Charcot. Patrick Pérez, qui est le patron de QTAI, nous expliquera tout ça. Et puis, on reviendra évidemment sur les grosses actualités liées à l'intelligence artificielle avec lui. Voilà, merci d'être là. C'est parti. Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la QTech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir François. Heureux de te retrouver, chère Isabelle, operating partner, fondatrice de Retency. L'operating partner, il est à côté. Et puis, rappelons-le, Isabelle, il y a quelques années, était à la direction de Yahoo France. On s'en souvient, c'était il y a quelques temps de cela. Yves Maître, donc bonsoir Yves. Bonsoir. Le voilà, le operating partner chez Jolt Capital, il est là. Voilà. Tout va bien Yves ? Très bien. On va beaucoup parler de voitures. Oui, et de Chine. Vrai, ouais. Et de taxis. Et de taxis, des sujets qui t'intéressent. Particulièrement aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Et Frédéric Simotel qui est là. Salut Fred. Salut à tous. Journaliste à BFM Business. Et donc on va commencer par cette information intéressante, alors qui n'a pas été véritablement confirmée. C'est une rumeur, mais c'est un deal qui pourrait faire du bruit dans l'industrie automobile. Car selon Reuters, Ford et Geely discutent de collaborer en Europe. Le constructeur chinois étudierait la possibilité de produire des voitures dans des usines européennes de Ford. Les deux entreprises étudient aussi un partenariat technologique dans la conduite autonome. Ce deal entre Chinois et Américains serait inédit. Justine Vasson nous explique tout ça. Et puis bien sûr, on débat à bâton rompu sur ce sujet juste après. Jim Farley, le patron de Ford, n'a jamais caché sa fascination pour la Chine. L'an passé, il s'y est rendu 67 fois. Pour lui, les Chinois sont clairement supérieurs, en particulier sur la technologie. Ford, dans ce domaine, a justement accumulé du retard. L'Américain cherche aussi à réduire sa structure de coûts dans les véhicules électriques. S'allier à un constructeur chinois a donc beaucoup de sens, estime un analyste. En début de semaine, la presse américaine prêtait à Ford des discussions avancées avec Xiaomi pour parler formellement démenti par l'Américain qui n'a pas fermé la porte à une alliance avec Geely. Nous avons des discussions avec de nombreuses entreprises, dit le constructeur. Parfois, elles aboutissent, parfois non. Selon Reuters, Ford et Geely discuteraient d'un partenariat technologique sur la conduite autonome, mais les discussions seraient encore plus avancées sur une alliance industrielle. Geely pourrait assembler des véhicules dans l'usine de l'Américain à Valence, un moyen pour lui de résoudre le problème de ses surcapacités en Europe et pour Geely d'échapper au droit de douane imposé par Bruxelles. Voilà, reportage signé Justine Vassogne. Et vous allez voir, en fait, cette information en entraîne d'autres. C'est ça qui est intéressant. On va parler aussi de BYD qui va ouvrir son usine en Europe, tout simplement pour éviter les droits de douane et puis surtout, pourquoi pas, pour bénéficier en fait des aides de l'État concernant les véhicules électriques. On va en parler. Mais Yves, Isabelle, je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, ou Fred, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que on voit les alliances se forment avec les constructeurs chinois pour que justement ils puissent s'étendre en Europe. On le voit, on va parler de BYD dans un instant, mais ce deal là entre Ford et Geely, s'il se confirme, parce que rappelons-le encore, ce n'est pas totalement confirmé, ça serait quand même inédit, non ? Qui commence ? Isabelle ?
Allez, go. Moi, ce Et que après, je trouve Yves. intéressant, c'est la transformation du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est effectivement passé à l'ère de l'électrique et les voitures chinoises prennent une place très importante. Et quand on regarde les chiffres de vente l'année dernière sur le marché européen, on s'aperçoit qu'elles atteignent des chiffres qui sont aux alentours de 200 000 voitures. Et lorsqu'on produit 200 000 ou lorsqu'on vend 200 000 voitures par an, il commence à être intéressant de les construire sur la zone. Alors effectivement, il y a cet aspect qui est positif d'échapper aux droits de douane. Et pour les voitures chinoises, c'est de l'ordre de 25 à 27%. Donc c'est assez significatif sur le marché. Donc ça peut avoir un impact sur le prix tout à fait intéressant pour les consommateurs. Ensuite, effectivement, il y a cet aspect production. Et aujourd'hui, on va dire les groupes thermiques ont du mal à vendre autant de voitures pour peut-être amortir. Et c'est le cas de Ford qui perd des parts de marché sur le marché américain. Donc oui, un Américain fait un deal avec un Chinois, mais ce qui est intéressant, c'est que l'usine est en France. C'est ça. Et c'est un deal européen. Et c'est finalement. un deal européen. Parce que je ne suis pas Absolument. sûr que Trump aurait laissé passer ce type de deal sur le continent américain, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais d'abord, non, je ne pense pas qu'il ait laissé passer un tel deal sur le marché américain. Bon, mais ça, c'est autre chose. N'est pas Trump qui veut, comme dit l'autre. Heureusement, d'ailleurs. Bon, d'abord, Geely, il est déjà en Europe depuis longtemps. C'est lui qui possède Volvo, c'est lui qui possède Lotus, c'est lui qui possède Lynk & Co. Il possède aussi Proton, peut-être que j'en oublie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a déjà une présence. Volvo, c'est quand même pas négligeable. Deuxièmement, il a fait un partenariat avec Renault il y a quelques années et il y a une entité commune. Les moteurs thermiques de Renault sont co-fabriqués par Renault et Geely pour le monde entier. Donc c'est qu'après, ces moteurs-là partent en Chine, c'est ça ? Alors, Ou ils partent en Chine, mais ils partent aussi en Amérique du Sud, ils partent, etc. Donc ça s'appelle Horse. C'était, en tout cas dans la vision, alors après, est-ce que le nouveau patron de Renault changera ça ? Mais en tout cas, cette entité Horse, c'est une entité commune entre Geely et Renault. Et donc, Geely, c'est pas un inconnu. Mais comme tu l'as signalé, il y en a d'autres qui viennent, dont BYD. Okay ? Alors, pourquoi ? Ben oui, il y a les droits de douane. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que l'industrie européenne, alors Ford n'est pas un Européen en tant que tel, mais on se concentre sur l'industrie européenne, n'arrive pas à atteindre, même dans l'électrique, les prix des Chinois. Pourquoi ? Parce que les usines sont extrêmement robotisées des deux côtés, peut-être un peu plus en Chine, mais surtout, la chaîne de valeur où les sous-traitants chinois ont des prix ou des coûts moindres que les sous-traitants européens. Okay. Et puis il y a le coût de la main-d'œuvre aussi. Et il y a le coût de la main-d'œuvre. Okay, et donc, les Chinois font venir des kits de pièces en Europe et ils assemblent en Europe. Donc la problématique, elle est bien sûr directement sur la production de véhicules européens, okay, puisque ça fait des concurrents en plus, mais elle est aussi et surtout sur toute la sous-traitance européenne, qui se retrouve, elle, mise à risque par rapport aux kits qui arrivent de Chine. Donc c'est l'ensemble de l'industrie automobile qui est quand même sous pression assez massive. Et les droits de douane, mais on pourra en parler après des droits de douane, on le voit bien, ça reste quand même, j'allais dire, une barrière un petit peu de sable. On pourra en parler parce que si on a un peu de temps, je vous raconterai une anecdote que j'ai eue avec un constructeur automobile chinois sur les droits de douane européennes. C'est édifiant, la manière dont ils peuvent franchir. Alors, ils ne le font pas et je pourrais en parler, mais on est un peu ridicule quand même avec nos histoires de droits de douane. Hein. Bah, raconte-nous, parce que là, tu nous tiens en haleine. On est obligé d'avoir le fin mot de ton histoire. À partir du moment... On était en Chine, on avait une discussion, parce que c'était avant que les droits de douane ne tombent, et donc comment faire avec ces droits de douane ? Et donc il y avait une table avec un certain nombre d'ingénieurs, et puis à un moment donné se pose la question, je dis mais à ce moment-là on n'a qu'à faire comme dans le monde des télécoms, souvenez-vous, à un moment donné on achetait un smartphone 1 €, et puis on payait l'abonnement. L'abonnement, ok. Bon. Et on s'est dit mais pourquoi on ne prendrait pas le même type de business, c'est-à-dire que j'achète la voiture 1 €, avec les droits de douane, ça fait 1,25 €, mais littéralement. Et puis, on achète le software pour faire marcher la voiture sur des voitures électriques. Et à ce moment-là, je vais acheter le software 20 000 €. Et donc, j'ai acheté la voiture 1,50 € ou 1,25 € plus 20 000 € de software, ça fait 21 000 €, enfin, dans 20 000, 1,25 €.
et je télécharge mon software, et comme mon software, les serveurs peuvent être en Europe, hop, j'ai plus de droit de douane. Ça doit être de l'abus de droit quand même. Oui. Oui, non mais... Je pense que là, enfin, je ne sais pas si c'est le fisc ou le législateur. Les douanes. Les douanes vont, à mon avis, pas laisser passer ça longtemps, non? Évidemment, ce ne serait pas 1,25 €, mais on peut envisager à coût, c'est-à-dire les importer à coût. Okay, et là, ça pose un problème. Alors, pour être tout à fait honnête, dans cette réunion, ça s'est terminé par non, on ne va pas aller là, parce que justement, pour la raison que tu mentionnes, on va tout exploser et ce n'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que le business model de l'automobile peut changer, que c'est révolutionnaire et qu'il y a d'autres manières de penser. Donc là, il reste dans les cordes, mais il peut y avoir d'autres manières de penser, et je ne prétendrai pas que ça n'arrive jamais. Alors, on va revenir sur BYD, bien évidemment, qui arrive en Europe. Fred, quel est ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que très concrètement, pour moi, Ford, ce qui est amusant, c'est que c'est un retour de l'histoire, mais à l'envers. C'est avant, on allait faire des partenariats avec les Chinois, et puis les Chinois ensuite nous piquer un peu la technologie pour la répandre dans leurs usines. Il faut se rappeler que le plan chinois voiture électrique, c'était 2015, et c'était donné 10 ans pour avoir autonome en voiture électrique. Ça y est, c'est fait. Et puis avant, ils l'avaient fait et les moteurs thermiques, ils étaient plutôt passé par des partenariats. On se souvient des publicités c'était les Peugeot révolutionnaires là non, c'était Citroën où il y avait cette publicité, c'est révolutionnaire sur la muraille de Chine et tout ça. Moi je pense que là Ford ils le font en Europe parce que oui, comme tu l'as dit, pour pas le faire aux États-Unis. Terrain neutre, on va dire. Mais ils le font, ils vont avoir des compétences technologiques et tout ça, puis ça, on va tranquillement les rapatrier un peu aux États-Unis. Je pense que là, il va y avoir un échange, à mon avis, sous le manteau ou pas. Enfin bon, je pense qu'il va y avoir cet échange-là. Il y a quand même l'électrification, ça coûte cher. Ford s'en rend compte, évidemment. Et là, ils ont quand même tout d'un coup un partenaire qui vient leur apporter tout ça. On a des usines qu'il faut quand même faire tourner. Ford a quand même des usines, notamment en France. Il faut les faire tourner. Bien là, avec ce partenariat, ça apporte. Et Geely voit aussi son intérêt. Geely voit aussi une concurrence chinoise. Je crois que c'est toi, c'est toi, Yves, qui avait dit une fois, vous savez, BYD, ils arrivent en Chine, c'est pas le porte-drapeau des voitures chinoises. BYD, ils arrivent en Chine, ils arrivent en Europe, c'est pas en tant que porte-drapeau des voitures chinoises. BYD, ils arrivent en Europe pour tuer tout le monde, y compris les acteurs chinois. Donc Geely se dit compliqué d'aller en frontal tout seul face à BYD, autant trouver des partenariats. C'est sans doute un moyen qu'a trouvé Geely aussi pour arriver là. Donc voilà, moi je vois ça. On sait que la valeur s'est déplacée aujourd'hui. La valeur avant c'était le moteur, la mécanique, etc. Aujourd'hui la valeur c'est les batteries et le soft. Et là voilà, on a cet accord-là. Et bon, quelque part tant mieux que ça se passe en France. Puis on pourra parler de. Non, juste une petite chose, c'est Valence-Valencia, c'est en Espagne. Oui, c'est pas l'usine France. Il n'y a pas d'usine à Valence. C'est l'usine Europe. Malheureusement. Il y en aura peut-être. C'est vrai, il y a deux Valence. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement l'usine qui est en train de se construire avec BYD, cette fois-ci en Hongrie. Oui. Donc en fait, ils rentrent aussi de manière très forte sur le territoire européen parce qu'aujourd'hui, ils sentent que le marché est là, que le marché est ouvert et que leur vente progresse, à la différence d'ailleurs de Tesla. Donc il y a une vraie transformation du marché électrique contre thermique et une vraie concurrence parmi les constructeurs électriques. On va revenir à BYD dans un instant parce que je voulais qu'on arrive à clore le sujet Ford et Geely parce que c'est intéressant, mais j'ai l'impression que le patron de Ford, c'est un petit rigolo parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, il avait réagi en disant « Je suis monté dans une Xiaomi et c'est une voiture que j'ai adorée. Voilà, j'adore cette voiture. » Le patron de Ford, quand même. Je ne sais pas si tu appelles. Alors attends, je termine juste l'histoire parce qu'elle a une conclusion. Il y a 2 jours, il y a eu des rumeurs persistantes d'associations entre Ford et Xiaomi qui bossent ensemble pour créer des voitures. Ça a été démenti instantanément, à la fois par Ford et par Xiaomi, mais je trouve intéressant ce move, on va dire, du patron de Ford qui, voilà, de manière complètement décomplexée, n'hésite pas à dire... La Xiaomi SU7, c'est la SU7, est une voiture incroyable. Je rêve de faire la voiture aussi bien chez Ford. Et cette petite rumeur qui est tombée il y a 2 jours concernant cet éventuel rapprochement qui a été, lui, démenti instantanément entre Xiaomi et Ford. Voilà, je voulais refermer la parenthèse. Je vais juste réagir sur le fait que tu dises le patron de Ford est un petit rigolo. C'est pas parce qu'on n'a pas la langue de bois qu'on est un petit rigolo. Ils disent que tout le monde sait. Donc nous, on veut pas le dire parce qu'il y a d'autres soucis sociétaux ou sociaux ou de syndicats.
Donc, et je le comprends, hein, c'est pas voilà, donc on n'ose pas le dire. Lui, il dit tout fort ce que tout le monde sait. Oui, mais ça serait quand même amusant d'entendre le patron de Renault qui dit ma voiture préférée, c'est la 3008. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui va pas. Là, il est complètement décomplexé. Il le dit, en fait. C'est étonnant. Juste un mot pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, notamment de Ford. Depuis Henry Ford, tous les patrons, alors il y a eu le petit-fils et tout ça, je ne dis pas que c'était des petits rigolos, mais ils ont toujours une personnalité. Si tu regardes tout, il y a un film qui retrace d'ailleurs la bataille entre Ford et Ferrari sur Le Mans et tout ça. À l'époque, c'est le petit-fils qui est à la tête de Ford. Et lui aussi, il a un côté, ils ont tous une originalité et ils ont toujours su, ils sont vraiment forts parce qu'ils ont toujours su choisir des patrons, même là aujourd'hui. Qui ont quelque chose, une étincelle, un truc un peu... Un petit truc en plus. Et si tu regardes toute cette histoire de Henry Ford, c'est vrai qu'il y a un truc dans, je sais pas... Oui, c'est pas que des techniciens de l'automobile. C'est des gens qui ont des gens passionnés déjà, la chose. Alors ça, c'est l'un de nos premiers critères. Et derrière, ils ont toujours un petit truc qui fait que Ford est toujours là. Ford continue toujours à nous étonner. Ford a sorti son RAM, là, son pick-up américain. Les Américains ne jurent que par ça. Enfin voilà, ils ont et l'électrique pareil. Mais la voiture fait quand même partie de la culture américaine. En plus. Donc cette prise de position est quand même très forte. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Je voulais faire Il aurait pu dire une Tesla, non, même pas. C'est une Xiaomi. Je voulais faire un mauvais jeu de mots, comme à mon habitude. J'allais dire. On le fait, on le tente. Non mais Yves, c'est toujours bon avec toi. Alors on en profite. Ce que je veux dire, c'est que vous savez que dans les voitures, les systèmes de communication, c'est du multiplexé. Hein, Oui. Donc c'est assez normal qu'un patron décomplexé se mette avec des Chinois pour acheter des voitures multiplexées. Voilà. Oh, bravo. Ça, c'est un jeu de mots. D'ingénieur. Voilà. C'est une blague d'ingénieur. Je pense qu'il y a 1,5% de nos auditeurs qui ont compris la blague, mais ce n'est pas grave. Ça me fait beaucoup rire. C'est comme ça. J'aimerais qu'on enchaîne, parce que le temps tourne et il faut qu'on évoque Waymo, qui est un gros morceau. Donc, l'arrivée en Europe de BYD, avec donc une usine qui va ouvrir, et ils projettent d'en ouvrir d'autres en plus. Hein. C'est véritablement, BYD veut étendre sa toile en Europe. Yves, comment ça se passe là ? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais quand on dit on va construire une voiture en Europe, en fait on l'assemble. C'est pour des raisons techniques qui font ça. C'est pour des raisons justement de droit de douane. On évoquait tout à l'heure le fait peut-être de bénéficier des aides de l'État. Parce que BYD est un constructeur très intégré. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font en fait en Europe ? Est-ce qu'ils arrivent avec tout ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Typiquement, ils arrivent avec tu vois, le châssis. Ils font simplement que assembler un peu le véhicule. Comment ça marche ? Alors, je pense que dans le cas présent, on est typiquement dans l'assemblage et la législation fait que, à ma connaissance, 40% de la valeur ajoutée doivent être faites en Europe pour ne pas tomber sous le coup des 28 ou 27%. Voilà, il ne faut pas maquiller en fait la fabrication d'un véhicule. Donc oui, donc il faut faire. On peut pas arriver avec une voiture et puis juste dire j'assemble. Je mets des ampoules. Voilà, je mets les ampoules et puis c'est terminé. C'est bon. Donc je crois que c'est 40% de mémoire. C'est intéressant, je trouve ça. Ça peut varier. Et donc en effet, ils importent un certain nombre de choses pour Mais l'objectif à terme je pense que ça va être aussi d'avoir des bureaux de recherche, des bureaux d'études et de la recherche et de la conception d'un certain nombre de choses en Europe, parce que on sait bien que il faut aussi, quand on s'implante quelque part, il faut aussi créer de l'emploi, il faut aussi bénéficier de toute la compétence locale, et on ne peut pas arriver en conquérant et dire c'est moins que voilà. Et bon, dernier point quand même que je tiens à mentionner, la Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. La Chine est en train de revenir dans le monde de la technologie. Pas qu'une démographie qui est en train de chuter. Hein. Oui. Oui, non, mais d'accord, enfin bon, il reste 1,3 million, on dit 60 millions. Ils resteront c'est un rapport, même si ça va. ratio de 20, quoi. Enfin, ils ont une légère avance, on va dire. Mais la main-d'œuvre augmente un petit peu. La main-d'œuvre augmente un petit peu. Donc, le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre augmente. Et beaucoup d'ingénieurs chinois, beaucoup de Chinois sont surdiplômés par rapport au travail qu'ils font. Juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas anormal qu'ils fabriquent leurs voitures sur un pays d'1 milliard, 20 fois plus grande que la France. Oui, ils ont le droit aussi de fabriquer leurs voitures. Mais je pense qu'il faut qu'on sache et qu'on le dise. C'est pas les voitures européennes qui sont visées. Les Chinois, les Européens, on n'est pas des ennemis pour les Chinois. Par contre, les Coréens et les Japonais, s'ils pouvaient mettre à plat ou prendre des parts de marché aux Coréens ou aux Japonais, je pense qu'ils seraient assez contents. Non, mais Yves, ça va faire un carnage, cette histoire-là.
ça va faire un carnage. On est d'accord. Oui. Quand ils vont arriver avec leur Dolphin, là, qui va être à moins de 20 000 €, pour peu qu'elle soit éligible en plus à l'aide de l'État, parce que finalement, elle peut l'être, non ? Parce que j'imagine que tout a été calculé pour qu'elle puisse être éligible à cette aide-là. Je crois que, alors je sais pas, je crois qu'il faut que la batterie soit fabriquée en Europe, je crois. Pour qu'on puisse avoir cette aide de l'État de 3 000 et quelques euros. Donc on va tomber à des véhicules qui seront bien finis à 15 000 €. Ça va être un carnage. Parce que Renault ne pourra pas s'aligner, Peugeot encore moins. Ça va être compliqué. Tous les partenariats. Oui, bien sûr. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, les partenariats. Aujourd'hui, le groupe Volkswagen, c'est quand même 3,5 millions de voitures par an vendues sur le marché européen. BYD, c'est pas encore 200 000. Donc, il y a quand même du temps. Les groupes sont en train aujourd'hui de réagir, les groupes européens, et de se poser une... Mais en fait, c'est un peu le cheval de Troie là qui arrive, je pense. C'est le cheval de Troie. Effectivement, ça permet d'optimiser des investissements, soit des Américains en Europe, et donc là en Espagne, soit en Hongrie, faire travailler effectivement une main-d'œuvre qui, en Hongrie, est beaucoup moins chère, peut-être qu'en Espagne et sûrement qu'en France. Donc on voit que certains pays européens en profitent. Maintenant, la messe n'est pas dite, la route est longue, et je pense que les Européens, et notamment le groupe Volkswagen, et peut-être aussi Stellantis, arriveront d'une manière ou d'une autre à réagir. Espérons-le. Mais je pense que justement, quand il disait la concurrence du BYD, ce n'est pas les constructeurs européens, je pense que si les constructeurs européens restent dans la même stratégie, c'est clair, le match est joué. Maintenant, c'est peut-être aux constructeurs européens de réagir, de rejouer. Et on comprend aujourd'hui, on l'a dit, la chaîne de valeur s'est déplacée. Moi, je pense que ça va terminer le lien émotionnel avec sa voiture. C'est ce que vont créer les Chinois. Donc, il faut que les Européens se disent c'est fini, la voiture que j'aime bien, la forme, etc. Je ne suis pas d'accord. Mais bon, on n'a pas le temps. Ça va être du tech first. Tu peux avoir de très belles voitures chinoises qui provoquent le petit truc. Elles sont très belles. Mais oui, non, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Et je pense qu'il faut davantage coopérer sur ce que j'appelle l'invisible que sur le visible pour les acteurs européens. Il faut jouer beaucoup plus sur la plateforme logicielle. Je pense que là, il faut vraiment créer un Airbus de l'auto, mais sur le logiciel auto. Mais là, il faut tous s'y mettre parce que sinon, ils vont être balayés. Et moi, je pense que c'est là où les Européens doivent vraiment réagir ensemble. Et là, c'est des signaux faibles. GD Ford, BYD. Mais si on ne bouge pas, si on continue dans notre stratégie, on n'y arrivera pas, surtout conduite autonome arrive derrière. Et bien voilà, belle transition, Fred. J'ai eu chaud. Waymo, 16 milliards. C'est impressionnant quand même. Levée de 16 milliards pour accélérer dans le véhicule autonome, sans mauvais jeu de mots, parce que je sais que Yves me guette là. Et l'idée, c'est aussi de généraliser en fait cette perfection technologique que Waymo est en train de mettre avec ces véhicules autonomes qui marchent bien. Je t'ai vu faire la grimace, tu m'as même expliqué pourquoi, mais l'idée avec cet argent, c'est de multiplier les points où il y a des Waymo et l'arrivée en Europe. L'Angleterre, on parle du Luxembourg. La France, on ne sait pas. On est un petit peu à la ramasse là-dessus. Le Japon aussi. Qui commence peut-être Isabelle Waymo, levée monstrueuse. Oui, levée monstrueuse, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça marque une étape en fait. Il passe de l'étape proof of control, c'est-à-dire du test. Alors depuis 2018, il y a des voitures qui tournent à San Francisco, d'abord c'était à Phoenix, ensuite ils ont gagné San Francisco, etc. Mais ça reste encore du prototype un peu, c'est ça. Donc là, ils vont essayer de passer à l'échelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est intéressant. Donc en fait, 6 ans ou 7 ans après la première mise en circulation de cette voiture, tout d'un coup, effectivement, ils se rendent compte qu'il y a possibilité d'industrialiser. Ce qui m'a beaucoup marqué en regardant un peu les economics, en tous les cas les chiffres sur cette société, c'est le coût de la maintenance. Et en fait, une voiture, maintenir en fait en état opérationnel, vérifier que les radars, les lidars sont en bon fonctionnement, il y a même des hommes qui supervisent le parc en permanence, en fait, ça coûte cher. Et une voiture coûte aujourd'hui, dans l'état de l'art actuel, à peu près 500 000 € par an. Donc, en fait, ça coûte extrêmement cher de faire tourner les voitures aujourd'hui. Donc, les 16 milliards, c'est quoi ? C'est effectivement la capacité d'améliorer la chaîne de production pour que la voiture tombe moins en panne, investir dans les infrastructures logistiques qui sont absolument nécessaires et s'assurer effectivement que le logiciel tombe moins en panne et soit plus efficace et puisse être déployé dans des environnements différents de ceux dans lesquels ils sont déployés aujourd'hui. Donc c'est un vrai challenge. Yves, quand je disais tout à l'heure que c'était une vraie réussite technologique, je t'ai vu tiquer. Oui, j'ai tiqué parce que les 15 milliards, la techno, elle marche, elle est faite et elle a besoin de s'améliorer comme toute technologie et elle s'améliore comme toute technologie, mais les 15 milliards, c'est pas pour ça.
c'est exactement pour ce que tu disais, c'est pour passer à l'échelle et déployer. Et alors ça... Parce que ça coûte cher une voiture Waymo. Hein. Oui, bien sûr. C'est 500 000 euros par an. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une Tesla, par exemple. Bien sûr, ça coûte cher. C'est un entretien. Mais, je veux dire, c'est que la technologie, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont déjà passé l'étape de la technologie. C'est 200 000 $ une Waymo. Ils ont déjà passé l'étape. Et avec une maintenance qui coûte très cher. Oui. Mais à l'achat, je veux dire, tu investis 200 000 $ par véhicule avant qu'il fonctionne, en fait, tu vois, avec tous les capteurs, les lidars et tout. Et après... Non mais c'est beaucoup d'argent, mais ça va tomber. Ça va tomber. Moi, c'est pas ça qui me fait souci. Ça, j'allais dire malheureusement, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la bataille de la voiture autonome. Je crains que, comme tu le disais, il faudrait qu'on fasse l'Airbus parce que sinon on est largué. Et on le voit bien avec Waymo. Donc les 15 milliards, ils vont pas servir à ça parce que ça marche. Pas chez nous, mais les Américains et les Chinois savent le faire marcher. Donc si on est largué là-dessus, il y a encore un truc qu'on peut préserver, c'est le fait de faire fonctionner ces voitures dans le monde réel. Alors, je vais prendre un exemple. C'est bien 200 000 $. Si on prend les trains, la SNCF, les trains, il y a deux choses. Il y a la SNCF et RTE. RTE, ils font les rails, ils s'occupent de l'infrastructure, l'équivalent de la voiture Waymo. Et puis il y a la SNCF qui fait fonctionner ces voitures sur des rails. Waymo, avec ses 15 milliards, ils vont apprendre, ils vont scaler, bien sûr, c'est-à-dire ils vont aller dans plein de villes, et en Europe, Londres étant leur première ville en Europe, mais surtout, ils vont apprendre à opérer ces voitures. Ça veut dire quoi? Comme tu le disais, les réparer, les mettre dans des entrepôts quand ils n'en ont pas besoin, les nettoyer, s'assurer les que recharger, les pneus sont bien gonflés, toute une logistique. Les superviser. Les superviser. Les réparer. Les superviser, parce que quelqu'un peut faire une bêtise à l'intérieur du véhicule, enfin, etc., etc. Ce travail-là d'opérer les voitures, c'est un nouveau métier. Ils ont déjà un petit peu développé quand même. Non, pas tellement, parce qu'ils sont dans le prototype. Là, il faut opérer commercialement. Mais je crois qu'ils ont 1000 véhicules, tu vois, rien qu'à San Francisco. Ce que je veux dire, ce qui me fait souci... 2500 dans tout le parc. C'est bien, mais c'est du pré-commercial. Là, on n'est plus, on parle plus de 2500. Et ce qui me fait industrialise. Ce qui me fait souci, et là, moi, je tire la sonnette d'alarme, c'est que, ok, très bien, tirons une croix sur l'Airbus européen. Pour le moment, on en est loin, loin, loin. Mais l'opération, comme on opère des autobus, comme la RATP opère des métros, comme la SNCF opère des trains, mais si on ne le fait pas tout de suite et qu'on le laisse à Waymo avec ses 15 milliards, on est cuit. On a non seulement perdu la technologie, mais on va avoir perdu la guerre totale, c'est-à-dire et de la technologie et des opérations. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, pas qu'en France, en Europe, il n'y a toujours pas l'autorisation pré-commerciale, je ne parle même pas du commercial, pré-commercial, pour faire marcher des véhicules, donc on ne parle même pas des véhicules, mais même les opérations. Donc on est dans une situation où non seulement on ne saura pas faire des trains et des rails, mais en plus on ne saura pas les faire marcher. Je veux dire, mais on est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce que foutent nos politiques réellement. Et alors, c'est juste une chose, parce que ce que tu dis est très intéressant. Quand on est rentré de Las Vegas, dans la file d'attente pour monter dans l'avion, on a rencontré quelqu'un qui nous connaissait, Fred et moi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, très bien. Et c'était alors, je ne me souviens plus de quelle boîte il s'agissait, mais ce garçon m'a expliqué qu'il travaillait pour Waymo et qu'il y avait un sous-traitant français qui bossait justement dans l'entretien de ces véhicules et dans toute la logistique qu'il y avait. Et c'était un sous-traitant français qui était aux États-Unis et qui étudiait le fait d'arriver en Europe aussi. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. On va être sous-traitant des opérations. On va être sous-traitant d'opérations, alors qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux, en fait. Cela dit, les infrastructures nécessaires sont très liées à la voiture. C'est-à-dire que la maintenance de la voiture est liée à la voiture. La maintenance du software... mais il faut des data centers quand même, il faut la puissance de calcul à côté, il faut des data centers. Oui, bien sûr. Mais donc c'est à la différence de RTE où sur des rails, on peut faire passer plusieurs trains opérés par différentes marques. Là, on est quand même très lié à... aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui. Mais alors attendez. Bon, parce que là, je vais avoir Fabien dans l'oreillette qui va commencer à me crier dessus. On parle trop fort ou on est trop long, les deux? À ton avis? Les deux. Le sujet nous passionne. Parler fort, c'est bien. Ça prouve que c'est... voilà, on a des choses à dire. Parler trop long, à la radio, c'est pas terrible. Mais ce qui est bien, c'est qu'on revient. Petite pause, et c'est reparti. On terminera, parce que je sais que Fred voulait
J'ai rien dit sur ce sujet-là. Tout à l'heure, mais sur Waymo. Il dit qu'il a rien dit, mais c'est pas possible. Rembobinez-moi la cassette. Je vous ai laissé en conduite autonome. Non, mais on va parler, on va avoir l'analyse de Waymo de Frédéric, et puis après on enchaînera quand même sur notamment la perquisition chez X-France. C'est intéressant ça, hein. Le réseau social américain vraiment tapé là au niveau local en France. On verra pourquoi. Vous restez avec nous, petite pause et on revient tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, et on débriefe l'actu tech avec ce soir Isabelle Bordry, Yves Maître et Frédéric Simotel. On parlait de Waymo, vous savez, ce robot taxi qui fonctionne aux États-Unis dans quelques grandes villes comme San Francisco. Il y en a d'autres, hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'information du jour, enfin d'hier plus précisément, c'est que Waymo lève 16 milliards de dollars pour, on va dire, passer à l'échelle. C'est ce que nous expliquaient Isabelle et Yves il y a un instant. Fred, ton point de vue là-dessus, et puis après on passe à X. Déjà, on est dans la mobilité du 21e siècle. Je pense qu'il faut on l'a compris, mais quand on teste ces véhicules, et on l'a fait tous à différents niveaux, on l'a évidemment largement compris. C'est une accélération de l'industrialisation. Hein. Il faut les flottes, la maintenance, on l'a dit, c'est les data centers. Moi, je pense que là, ce 16 milliards, ça marque aussi quelque chose. Là, le marché se polarise. Là, Waymo est en train de dire le jeu est joué, parce que qui va être capable de lever 16 milliards comme ça pour des véhicules autonomes? Et puis, je pense que là, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure, qui est l'interlocuteur? Les villes ont un très grand rôle à jouer, parce que c'est les villes qui vont vraiment aller négocier avec un Waymo, avec un autre opérateur, et c'est avec eux que Waymo est en train de chercher tout ça, avec l'intégration politique de transport public, j'avais noté ça, les données urbaines qui sont ultra stratégiques. Mais c'est ça qu'il faut aller négocier avec un Waymo ou avec un opérateur de voitures urbaines. Et les 16 milliards pour Waymo, c'est à la fois la flotte et tout ça, mais c'est aussi pour aller négocier tout ça avec les villes et rentrer ville par ville et leur dire bon, et puis le logiciel, pourquoi pas on le vendra plus tard pour des bus, hein. Je pense que des gens comme Transdev aujourd'hui doivent regarder ça. Moi, je suis une petite ville aujourd'hui, on achète un bus, on prépare un bus pour dans 2-3 ans. Est-ce que j'achète un bus pour emmener mes scolaires, ou est-ce que j'achète 4 navettes autonomes avec du logiciel Waymo à l'intérieur qui va me faire mes... Après, c'est pas que du logiciel, hein, c'est des capteurs qui coûtent cher. Oui, non, mais voilà. on sait En France, pour ces minibus, on a Betty. Ok, et autant on a tenté d'avoir des navettes, malheureusement, elles ont toutes déposé le bilan, entre autres Navia qui travaille avec Betty. Alors si maintenant on soutient pas des entreprises comme Betty et qu'on laisse Waymo rentrer, continuons. Et puis le capex c'est lourd, hein, pour tout ça. Hein. Tu vois, l'OPEX c'est de la maintenance, mais le capex c'est quand même investir dans des capteurs. Tu l'as dit, dans la voiture, tout ça. Il y en a qui sort un chèque de 16 milliards, que vont faire les autres, quoi. Il y a un vrai sujet de modèle économique. Combien ça va coûter aux villes? Combien ça va coûter aux usagers? Et comment tout ça va s'organiser? C'est clair. Un vrai sujet. C'est clair. Parce que le modèle économique, on le connaît déjà. Si c'est plus cher qu'un Uber, les gens prendront un Uber toujours. Ils prendront pas un Waymo. Et l'idée, c'est que, je pense, dans l'inconscient des gens, c'est que ce type de service doit coûter moins cher qu'une voiture avec chauffeur, puisque c'est de la robotique. Mais après, il faut que Waymo trouve son modèle économique. Puis, avant qu'on transporte des enfants, j'espère qu'il y aura des vérifications qui sont faites sur la sécurité des voitures. Ça va être aussi un enjeu. Après, la sécurité des véhicules, elle est prouvée par des statistiques qui sont véritablement en faveur de ces robotaxis, hein, par rapport à la conduite humaine. On s'en rend pas compte, mais quand on commence à creuser ces chiffres-là, franchement, vaut mieux rouler toute sa vie en véhicule autonome qu'avec un chauffeur humain. Parce que ça vous réduit vraiment les risques d'accident. Pour moi, c'est plus un pari R&D, c'est un pari d'enjeu de développement massif. Voilà. Et puis un pari social, on ne l'a pas évoqué, parce qu'on n'a pas le temps. C'est un pari d'opération. Mais vont faire les millions de gens aujourd'hui qui pilotent des véhicules pour gagner leur vie? Donc la question que je pose, c'est est-ce que les villes vont laisser des grands groupes opérer à leur place, ou est-ce que les villes vont décider de prendre les opérations à leurs mains, comme elles le veulent? Et ça se décide maintenant, sans doute. Mais pour le moment, regarde les municipales, ils sont tout autre chose. Hein. Et ça se décide maintenant, en plus, tout ça. Ça se décide parce que Waymo est en train dans les 5 ans à venir. Mais Waymo est en train de préparer son arrivée en Europe. Absolument. Donc et avec 16 milliards... Ils vont... c'est facile. Hein. On discute sur les vélos électriques. C'est si important que ça pour un développement si important, 16 milliards. On verra à Londres. On verra. Ouais. Et est-ce qu'on verra un jour à Paris? Tiens, ça c'est la blague. Est-ce que ça arrivera un jour chez nous?
Je vous propose maintenant d'enchaîner sur les bureaux de X à Paris qui ont été perquisitionnés par le parquet. C'était hier mardi. Les enquêteurs ont ciblé en fait les ordinateurs de la vingtaine de salariés que compte le siège. Vous vous rendez compte, 20 salariés chez X France. Suite en fait à plusieurs signalements concernant le fonctionnement de l'algorithme et la diffusion de contenus illicites. On est toujours sur les mêmes sujets avec X. Le patron de la plateforme, Elon Musk, est aussi convoqué par la justice française. Erwan Maurice nous redresse le tableau et on revient juste après. La liste des infractions pénales reprochées à X par le parquet de Paris est lourde. Complicité de détention d'images de mineurs à caractère pédopornographique, contestation de crimes contre l'humanité ou encore activités illicites en bande organisée. Des accusations qui font suite à des mois d'investigation. Les premiers signalements remontent à il y a un peu plus d'un an. Bon nombre d'entre eux visent Grok, l'assistant IA de la plateforme, accusé de diffuser des contenus négationnistes et des deepfakes à caractère sexuel. Cette perquisition, associée à la convocation d'Elon Musk le 20 avril prochain pour une audition libre, montre bien qu'en France on agit, la justice ne laisse pas faire, nous dit-on à Bercy. L'entourage du ministre qui assure que X fait partie des pires en termes de modération et continue de pointer de nombreux manquements. Cette perquisition s'inscrit dans une longue procédure judiciaire qui a aussi été menée au niveau européen. Début décembre, Bruxelles a infligé à X une amende de 120 millions d'euros pour avoir enfreint plusieurs règles de la loi sur les services numériques. La commission qui n'en reste pas là puisqu'elle poursuit actuellement une enquête similaire à celle menée par Paris. Voilà, X France dans la tourmente. Alors, ça fait un moment que les autorités françaises pointaient du doigt le réseau social, un peu comme Telegram finalement. Avec, on se souvient, cette arrestation du fondateur de Telegram qui avait fait grand bruit il y a quasiment 2 ans maintenant. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que, sincèrement, on a raison de faire ça ? D'aller perquisitionner dans une petite antenne de X, parce que 20 salariés, vous vous rendez compte, et tu as travaillé toi dans ces entités américaines qui délocalisent en quelque sorte, en tout cas qui ont des bureaux régionaux. C'est des coquilles vides. Enfin, en tout cas, X là, c'est une coquille vide. On est d'accord ? Alors, X est une coquille vide. Yahoo, il y avait quand même X du France, monde. Je parle de X France, oui. Bien sûr. Yahoo, il y avait quand même du monde, puisqu'on avait toutes les équipes commerciales. Bien sûr. Donc il y avait une partie du contenu et les équipes commerciales. Et d'ailleurs, tu étais directrice générale. Il n'y a même pas de directeur général de X là, en France. Voilà, il y a une équipe communication et une équipe affaires publiques. Mais je trouve que c'est très important de faire ce que fait la justice en ce moment. C'est absolument important que l'Europe fasse respecter ses valeurs. Et en fait, ce qui se passe là avec X me rappelle ce que j'ai vécu lorsque j'étais chez Yahoo, avec une problématique pénale qui était exactement la même que celle-là. Alors, ce n'était pas de la pédopornographie, Dieu merci, et ce n'était pas du négationniste, Dieu merci, mais c'était la mise en vente de produits avec des croix gammées, ce qui est absolument interdit sur le marché européen et notamment en France. Et en fait, parce que Yahoo remontait dans son annuaire de recherche à l'époque des résultats. Enfin, on pouvait trouver ça dans Yahoo, en fait. Voilà, en fait, ce qui se passait, c'est que sur la plateforme américaine, il y avait un site de petites annonces. C'était les débuts des échanges. Oui, un peu les débuts d'eBay, quoi. Et donc, il y avait des Américains qui mettaient en vente des produits qui, en fait, ne pouvaient pas être vendus sur le marché français. Sauf que les Français pouvaient y accéder. Donc, c'était un peu différent de ce qui se passe là avec X, on était sur la plateforme américaine, donc les produits étaient postés par des Américains en dollars à destination des Américains sur la plateforme américaine, mais ces produits étaient accessibles de la France et donc ça posait effectivement un problème juridique. Et ça a été vécu par les Américains à l'époque comme quelque chose d'absolument incompréhensible, parce que pour eux, ils étaient sur la plateforme aux États-Unis. Et un juge français ne pouvait pas leur expliquer ce qu'il fallait qu'ils fassent et tout le monde pouvait accéder à toutes les pages du monde entier à l'époque et donc on ne pouvait pas les retirer. Et donc ce qui était mis en avant, c'était la liberté d'expression. Sauf que je crois qu'il faut faire extrêmement attention et qu'il faut aujourd'hui défendre, alors non seulement notre économie européenne, comme le rappelait tout à l'heure Yves, mais il faut aussi et avant tout rappeler nos valeurs. Et les valeurs européennes sont absolument, elles ont été rappelées par Macron, par même le président canadien, qui n'est pas européen mais qui aimerait bien l'être, le Premier ministre à Davos. Et je pense que c'est absolument fondamental et il ne faut pas avoir peur face effectivement à des plateformes comme X. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, saisir les quelques ordinateurs, mais aussi, puisque c'est du pénal, demander effectivement les mandataires sociaux. Et les mandataires sociaux,
c'est effectivement Elon Musk. Elon Musk ne viendra jamais, j'imagine, se présenter. Il y a aussi Linda Yaccarino, qui est l'ex-patronne de X, qui est visée par cette convocation, voilà, alors qu'elle n'est plus chez X. Je pense que c'est absolument fondamental que la justice fasse son travail, et c'est très important que les Européens fassent respecter leurs valeurs. Yves ? Non, ce ne serait pas la première fois qu'on porte plainte contre X, d'abord. Oh là là. Pleine forme. Quelle forme ce soir, quelle forme. Tu es notre rayon de soleil dans ce plateau. Georges Folgoas sort de ce corps. C'était raconter une histoire, une émission des années. Sauf que là, on 70. connaît, c'est pas contre X en fait. Non, mais c'est pas contre X. mais non, ce qui est important, et je pense que c'est ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, on sent bien que la démocratie est à risque. Okay, et pas à risque avec un... Oh non. Mais on arrête là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare ? Il se prépare les élections présidentielles dans un certain nombre de pays d'Europe, dont la France. En 2027, mai 2027, il y a des élections présidentielles. Et il faut dès maintenant s'assurer qu'avec l'intelligence artificielle et un certain nombre de fake news, les choses soient cadrées. Parce qu'on a bien vu Obama, qui était le premier président élu par les réseaux sociaux. Il faut s'attendre quelque part assez rapidement à avoir des présidents élus avec le support d'intelligence artificielle. Donc je pense que ce que fait l'autorité de l'État, c'est de dire à Elon Musk, attention, faut pas jouer au trop malin, on te rappelle que c'est du pénal. Okay, et je pense qu'il y a beaucoup de préventifs, et d'ailleurs, ils le disent bien, ils disent, on voudrait s'asseoir avec vous, l'État voudrait s'asseoir avec vous, pour voir comment on peut améliorer les choses. Oui, entendu, pour éviter qu'on les déforme. Oui, c'est ça. Et pour éviter d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dialogue avant la sanction. Absolument. Cela dit, la sanction, X l'a déjà eu avec cette amende de 120 millions de dollars, mais qui est au niveau européen, je crois. C'est ça. Mais est-ce qu'au niveau français, ça suffit finalement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se mette un petit peu en ordre de marche au niveau européen pour que ça ait du poids ? Mais Bruxelles s'est saisi aussi de l'affaire. Oui, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination véritablement, et que chacun des pays il va de son le Royaume-Uni, les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de puissance et plus d'impact de se dire tiens, c'est l'Europe qui attaque X d'une manière générale, toutes les antennes de X. Il y a les high acts. Il y a les high acts, bien sûr. Comme le RGPD pose des principes et les grandes valeurs qui doivent être respectées. Après, il faut écouter les arguments de X de l'autre côté, parce que alors faut bien comprendre que là, la perquisition, c'est pas une condamnation, c'est un procès. Alors, je crois qu'il le dit bien, Erwan Maurice, on est dans le cadre d'une enquête, ça fait partie de l'enquête. Voilà, c'est vrai que quand on dit perquisition, tu sais, c'est comme à l'époque gardé à vue, inculpé, on s'est dit ça y est, il est forcément coupable. C'est pas le cas. Ça se déroule, on l'a dit, dans ce climat de tension aujourd'hui entre les régulateurs et les plateformes et les amendes. François l'a rappelé. Et derrière, que dit X ? Nous, ils disent attendez, vous prenez. Il y a la liberté d'expression. Voilà, il le rappelle. Ils disent deuxième chose sur les algorithmes. Ils disent les algorithmes, voilà. Alors c'est là où ils sont un peu, ils revendiquent un peu la transparence des algorithmes. Mais on voit bien. Moi, j'en ai parlé avec des chercheurs de Normal Sup qui ont créé la semaine dernière un labo IA, tout ça. Et parmi eux, il y a plusieurs verticales et il y a une personne spécialisée sur la sémantique. Et elle dit oui, nous on paye à X pour récupérer des données, pour analyser toutes sortes de choses. On n'est pas certain qu'ils nous donnent toutes leurs données et la transparence des algorithmes, on n'est pas complètement certain. Et puis, il y en a d'autres qui défendent aussi X en disant X, c'est un peu le pouls du monde, quoi. C'est là où on entend un peu tout ce qui se passe. Donc, il ne faut pas freiner tout ça. Et X, alors... depuis un certain temps, c'est devenu... je les défends pas. C'est plus le Twitter de la grande époque. Je les défends pas. Ça a changé. Je te dis juste un peu quels sont les arguments que ressort X aujourd'hui en disant attention... Mais je sais pas, vous allez sur X, enfin moi je ne sais pas ce qui se passe avant, j'avais un réseau qui était assez ouvert, il y avait un peu toutes les on va dire tous les courants de pensée qui s'affrontent. Aujourd'hui, moi j'ai que de la haine en fait. Moi j'y vais, mais pourtant sur les parties abonnements. J'ai pas abonné à notamment. Bien sûr, mais quand tu vas dans le fil, on va dire un peu global, là c'est que on a l'impression que en fait les algos poussent à l'audience avec des sujets qui on va dire qui vont t'exacerber pour que tu regardes et pour que en fait le X garde ton attention pour la pub. En fait, ce qui est terrible, c'est surtout les faux comptes en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de cette histoire de troll, où on se fait troller. Et en fait, c'est absolument terrible parce qu'il y a des fermes à compte qui génèrent du contenu à la volée et qui est souvent du contenu haineux. C'est effectivement ça. C'est-à-dire comment mettre les gens les uns contre les autres. Et pour les démocraties, c'est extrêmement grave. Mais oui, mais ils communiquent dessus.
Dès qu'il y a le moindre, tu vois, hier il y a eu le tragique, excuse-moi, je t'interromps, mais le tragique accident à Sanary, enfin l'agression de cette prof. Sur quoi ont communiqué les politiques? Ils ont tout de suite communiqué sur X. Donc il y a quelque part, il y a un problème aussi de ce côté-là. Juste sur les fermes à trolls, moi je pense que tu as absolument raison. C'est vraiment un vrai souci parce que c'est des faux comptes. C'est des gens qui font aussi des choses illégales pour de la fraude, pour être très clair. Je tiens juste à faire remarquer que il y a un petit espoir d'amélioration, puisque beaucoup de ces fermes à trolls étaient en Asie du Sud-Est. Je ne sais pas si vous avez vu un certain nombre d'États, la Birmanie, le gouvernement chinois, ont quand même fait des descentes très très récemment. Il y a eu des gens qui ont été emmenés, qui ont été condamnés. Il y a eu, je crois, le week-end dernier, 11 personnes qui ont été condamnées à mort, qui ont donc été fusillées. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien de faire des condamnations à mort, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prise en compte, une prise de conscience mondiale, ça prend du temps. Mais c'est absolument vital pour la démocratie. Si on n'agit pas, ça risque vraiment de mal se terminer. Pour conclure, Isabelle, sur ce sujet. Et ce n'est pas vrai de dire qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que la technologie n'est pas par essence négative. C'est-à-dire que la technologie peut aussi permettre de reconnaître une photo avec de la peau, permet bien évidemment de reconnaître des enfants, et donc permet de faire une SAV et une vérification correcte. Donc oui, la liberté d'expression a bon dos, mais il faut faire attention. Et il y a aujourd'hui des outils qui permettent véritablement de protéger les enfants et de retirer des contenus négationnistes. On enchaîne avec les processeurs et deux revenants, Intel et AMD, qui finalement publient des résultats qui ne sont pas si mauvais, hein, Fred. Oui. Alors, que ce soit AMD. Alors, AMD, la patronne d'AMD, qui, au passage, a annoncé qu'ils avaient une roadmap pour l'année 2026 et 2027 plutôt intéressante, parce qu'ils vont fournir le GPU, le processeur, en fait, je ne sais pas si c'est le GPU, le processeur de la prochaine Xbox. Donc, quand on signe comme ça un contrat avec Microsoft, c'est plutôt cool parce que voilà, c'est des millions et des millions de consoles que tu vas fabriquer, et quand tu es le fournisseur officiel des processeurs, c'est plutôt bon. Donc, et AMD, finalement, s'en sort plutôt pas mal, tout comme Intel d'ailleurs. Les deux vont bien. Oui, les deux vont bien, mais la bourse n'a pas acheté. Non. Pour AMD, ils n'ont pas acheté, puisque moins 16%, hein, c'est même plus, même plus une baisse, hein, c'est un plongeon. Alors c'est vrai que la bourse, en général, elle sanctionne plus le futur que le passé, et surtout le futur proche. Voilà, le fait que AMD ait eu de bons résultats, bon, tant mieux pour eux, mais la bourse, elle regarde ce qui va arriver. Et c'est vrai que les prévisions de vente d'AMD là, au premier trimestre, là, sont pas très très bonnes, même sont un peu dures, avec un Nvidia qui est en train de cavaler, une concurrence, on commence à voir même sur les autres composants, parce qu'on a des Google qui font leurs composants, des Amazon, des Microsoft, enfin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler de ce côté-là, et là c'est sûr que on est un peu surpris, quoi. C'est vrai quand on voit ces résultats, et puis quand on creuse un peu la bourse, les prévisions à court terme ne rassurent pas les investisseurs. Mais c'est ça qui est bête, parce qu'on aimerait un peu plus de compétition. Là, aujourd'hui, Nvidia a plié le game, enfin, pour l'instant, a plié le jeu en termes de GPU. Là, on voit ces acteurs qui reviennent, mais qui vont avoir besoin de confiance, qui vont avoir besoin encore d'investissement. Et là, c'est vrai que la bourse leur donnant pas toute la confiance souhaitée, on peut s'interroger. Maintenant, voilà, la bourse, ça bouge tous les 3 mois. Isabelle, Pardon. Et après Yves. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est les stratégies et l'évolution de ces deux sociétés, AMD et Intel, qui sont des sociétés en fait des années 70 et qui ont progressé dans les années 70 et les années 80 avec le développement du PC, avec les CPU à l'époque, pas les GPU, mais les CPU. Et c'était des gens absolument brillants qui se sont laissés porter par un marché dont ils ne voyaient pas l'arrêt en réalité. Oui, c'était. Et Intel a effectivement raté. Ils étaient rentiers en fait d'une technologie qu'ils maîtrisaient. Intel, c'était ça. Hein, c'était ça. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est quand on est assis sur un stock et un chiffre d'affaires qui arrive de manière assez naturelle, c'est extrêmement compliqué de devenir parano. Et effectivement, ils ont raté deux choses. Ils ont raté le mobile. Et ils ont raté Nvidia, c'est-à-dire tout d'un coup l'IA, le GPU, le fameux GPU, qu'ils en faisaient un peu, mais sur lequel ils n'avaient pas suffisamment investi. Alors cela dit, c'est quand même une équipe, et notamment Intel, qui sont des gens absolument tout à fait impressionnants, parce qu'à la différence même de Nvidia,
ils produisent. Ouais, ils ont leurs usines, ils ont leurs fonderies. Intel, ils ont leurs usines. Donc aujourd'hui, ils commencent à se positionner sur les GPU. Ils ont commencé à faire quelques accords. D'ailleurs, AMD avait annoncé un accord avec OpenAI il y a maintenant 3 ou 4 mois. Donc ils font partie du jeu. Maintenant, ils ont des nouvelles équipes et on va voir comment ces nouvelles équipes vont reprendre en main la stratégie de ces entreprises. Oui, et puis l'info concernant Intel, c'est que Intel va fabriquer des GPU. C'est ça. Ils ont cette capacité d'intégrer l'intégralité de la chaîne. Ils font d'ailleurs des GPU depuis longtemps. Oui, mais c'était des petits GPU, c'était pas leur gros. Ils en avaient dit un mot très rapidement lors du CES. Ils ont annoncé un peu toute leur nouvelle gamme et en disant que effectivement leur nouvelle gamme de puces pour les ordinateurs, notamment les serveurs ordinateurs, les serveurs et PC. Et là, ils avaient dit on va aller un peu plus dans la GPU sans annoncer, mais là ils ont annoncé GPU pour aller marcher sur le... Et ils viennent d'embaucher des vrais talents et des gens d'univers proches, mais de sociétés concurrentes, notamment de Qualcomm, qui a pris le marché du mobile. Donc, ils sont en train de réorganiser leur équipe. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans les prochaines années et prochains mois. Yves, AMD, Intel. Je suis très dubitatif et je comprends ceux qui ont vendu leurs actions. J'en ai pas de cette société-là, bien entendu, mais je crois que j'aurais fait de même. Là, il ne faut pas vendre, c'est en baisse. Je crois, en plus, mais je crois que j'aurais fait de même. Alors, AMD a plutôt le vent en poupe en ce moment par rapport à Intel, mais c'est des paris de dingue qu'ils sont en train de faire parce que c'est pas leur cœur de métier, parce que c'est des technologies qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Intel, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils aient aussi toute la production qui va avec. Aujourd'hui, on est à 2 nanos, on va en parler, mais on va passer à l'angstrom. Il y a des bruits qui circulent que les objectifs de TSMC à 2040, c'est sub-angstrom, c'est-à-dire en dessous de l'angstrom. L'angstrom, c'est quoi par rapport au nanomètre? C'est tout petit. Millième du nanomètre. Millième, c'est 10 puissance, tu rajoutes 10 puissance moins 3. Voilà, c'est ça. Donc c'est un millième de nanomètre? Oui. Wow. Donc, et passer sub-angstrom en 2040, alors ce sont des objectifs, mais on voit la compétition. Oui, mais en tout cas, ils ont une feuille de route. Ils ont une feuille de route et on voit le niveau de compétition que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe à des centaines d'angstrom dans les quelques années à venir pour atteindre ces objectifs. Et s'ils fixent ces objectifs-là, c'est qu'ils y sont. Donc ceux qui sont en train de parler de 2 ou 3 nanos et qui se lancent dans le truc, bonne chance, quoi. Bonne chance. Deuxièmement, quand on se lance, ils viennent Après, est-ce qu'on a besoin forcément d'être le plus petit? Parce que tu vois, on voit qu'un ST Micro s'en sort plus ou moins bien avec des technologies. La problématique, pourquoi on est petit, c'est pas pour embêter le monde, c'est parce que plus on est petit, moins on chauffe par unité de token. Donc moins on consomme d'énergie. C'est moins pertinent dans une voiture, par exemple. C'est moins pertinent dans une voiture. Tu vois, on peut se permettre d'avoir des processeurs un petit peu plus gros dans une voiture parce que tu as de la place et parce que la notion de consommation d'énergie est moindre, non? Non, parce que dans une voiture, la batterie, elle est d'abord là pour faire marcher le moteur et pas tellement le bout de silicium. C'est ça. On s'en fout du bout de silicium. Oui, qui représente. Dans une voiture, c'est pas très grave. Mais quand tu es dans des data centers qui font 1 gigawatt. Non, mais là, je suis d'accord. Je veux dire, c'est juste une centrale nucléaire pour faire marcher ça, quand même. Je voulais dire que la totalité du marché de l'informatique, tu n'as pas besoin des plus petites puces du moment. C'est ça que je voulais dire. Non, bien sûr. Mais là, on parle vraiment de tout ce qui est intelligence artificielle, de les voitures qui se self-driving. C'est les data servers, en fait. Voilà. C'est plutôt... Et ça, c'est la première chose. Donc déjà, les sommes qu'il faut mettre sur la table juste pour les fabriquer, mais avant de les fabriquer, il faut les concevoir. Ils viennent d'embaucher, je parle d'Intel, le patron de cette nouvelle division qui a été annoncée par Lim Bhutan, qui est donc le CEO, enfin le patron d'Intel. Qui vient de retrouver Intel il y a un an. Le patron de cette nouvelle division était embauché en septembre. Et son bras droit, je crois, c'est octobre ou novembre. Bon, d'accord, très bien. Mais si on commence la conception maintenant, mais la puce, on ne l'a pas avant 4-5 ans. Et avant 4-5 ans, je veux dire... vu la vitesse où va Nvidia et d'autres, bon. Puis après, est-ce que c'est le GPU qui va gagner? Google, il a balayé ça, il a dit, moi, je fais du TPU. Ok, c'est avec des tenseurs. Microsoft aussi. Ok, pardon. Microsoft aussi. Amazon est sur la même. Et puis il y a le quantique aussi qui est là à côté de la porte. Et il y a le quantique. Bon, ça fait un bout de temps qu'il est à côté de la porte, le quantique. Mais en effet, on sent quand même que la porte se rapproche beaucoup. Et donc, moi, ma lecture du truc, c'est de dire, c'est un peu la dernière chance, quoi. Il joue un peu la dernière chance. Oui, mais et je te sens pessimiste. Je pense que c'est essentiel parce que le marché a besoin de plusieurs acteurs.
Et donc, il y a un moment donné où, déjà, ce sont des gens extrêmement à la pointe et qui ont déployé et développé énormément de brevets extrêmement spécifiques. Et d'ailleurs, on m'a dit que les CPU, c'est plus compliqué à faire que les GPU, en fait. Alors après, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est vrai. Donc voilà. Les GPU, c'était d'ailleurs pour les jeux vidéo au départ. Tu vois, ils ne cherchent pas trop à se compliquer la tête. C'est calcul matriciel, on les met en ligne et puis... Donc je pense que dans un marché où les talents bougent, où il y a un vrai besoin d'avoir plusieurs acteurs et puis que le marché est absolument énorme, je ne jetterai pas l'eau du bain avec... Non, mais je comprends. Avec le bébé. Et j'achèterai des actions Intel qui sont vraiment pas chères. Oui, et puis mais c'est pas très réjouissant. Intel, ils font du quantique. Il faut savoir qu'ils en font à leur manière. Parce que comme ils sont les rois du silicium, ils font les qubits à base de silicium. Ils sont présents sur ce secteur. Oui, mais on sait que c'est encore de la recherche, il n'y a pas de business, etc. Et le simple fait qu'ils intègrent l'intégralité de la chaîne est aussi un élément fondamental. Mais on parlait de jeux vidéo. Le fait qu'ils signent ce contrat avec Microsoft et la nouvelle Xbox, pour toi, c'est anecdotique en fait. C'est AMD. C'est AMD. Pardon. C'est AMD. Oui. Non, ça veut dire qu'AMD est passé devant Intel. Peut-être, en tous les cas, qui reste dans la compétition. Il y a une compétition. Je pense que oui, il y a une compétition. Mais je crois que c'est pas la première fois qu'AMD fait des processeurs pour console de jeu. AMD a une trajectoire qui est vraiment intéressante et qui est vraiment positive. Alors que ça a toujours été le challenger d'Intel. Ça a toujours été le lointain challenger. Devant Intel. Puis le lointain challenger. C'était 80-20. Il y a 10-15 ans. Beaucoup moins sophistiqué. On ne donnait pas beaucoup de chance absolument. On ne donnait pas beaucoup de chance à AMD. Pour finir, c'est AMD qui est plutôt en tête. Moi, ce qui fait souci, c'est pas tant AMD, c'est Intel. Parce que c'est un vrai pari. Et c'est un pari qui est assez risqué. Maintenant, en contrepartie de ce pari, il a le soutien du gouvernement américain, de Donald Trump. Nvidia a décidé de mettre de l'argent, et beaucoup d'argent. Le gouvernement américain a, si je ne m'abuse de mémoire, 10%, a pris 10% d'Intel il y a quelques mois. Donc, je veux dire, le bébé a de bonnes fées autour du berceau. Et puis les industriels, il y a quand même tous les industriels sont là derrière et achètent de l'Intel aussi. Mais jusqu'à quand ? C'est ça la question. Pourquoi ? C'est ça qui est important. Et on termine là-dessus. Pourquoi ? Parce que les usines qui savent faire du tout petit, c'est en Corée, à Taïwan. Et c'est tout. Okay ? Et donc, les Américains ne savent faire des usines que par Intel. Et donc, l'écosystème américain, sous la directive de Donald Trump, est obligé d'aider, de donner de l'oxygène à Intel et d'obliger Intel d'avoir des gros challenges, parce que s'il n'a pas ça, eh bien, il ne maîtrise pas sa production de chipsets du tout. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est très mauvais. Eh bien, c'était top ce débrief de l'actu. Cette heure est passée très vite. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Isabelle. Merci beaucoup. À très vite, Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Merci à Yves Maître, Operating Partner John Capital. À bientôt Yves. À bientôt. Et Fred, on se retrouve demain. Demain, exactement. Voilà, on a plein de sujets. On voulait évoquer, entre autres, Google qui se lance dans le jeu vidéo avec une IA qui simule les jeux vidéo. Mais on en parlera demain parce que c'est très intéressant. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne revient. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Je recevrai Patrick Pérez, qui est le CEO de QTI. QTI qui dévoile une IA vocale qui redonne la parole aux personnes atteintes de la maladie de Charcot, qui, vous le savez, est une maladie terrible qui empêche en fait la communication. On va en parler dans quelques instants avec le patron de QTI qui sera avec nous sur le plateau. Et puis dans une minute, c'est Léa Benaïm qui me rejoint pour le Tech Flash. Il est 20h30 pile. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h33 sur BFM Business. Un grand merci d'être là tous les soirs, que ce soit à la radio ou à la télé, en replay ou en podcast. Et comme chaque soir, il est temps de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. Et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Anthropic a provoqué un krach boursier historique avec son nouvel outil d'IA. Il s'agit de Claude Cowork, un agent autonome capable d'automatiser des tâches juridiques
juridique et commercial très complexe. À elle seule, la start-up a déclenché une vague de panique sur les marchés. Les investisseurs ont vu ici l'IA comme une menace pour l'industrie du logiciel. Résultat, 285 milliards de dollars se sont évaporés en une seule séance. Aux États-Unis, Amazon déploie Alexa Plus à l'échelle nationale. Jusqu'ici, le service était réservé à un nombre très limité de clients inscrits comme bêta-testeurs. Mais l'assistant vocal boosté à l'IA est désormais accessible et gratuit pour tous les abonnés Prime. Pour les autres, c'est $20 par mois. En France, Amazon a lancé sa phase de test la semaine dernière avant un déploiement plus large attendu d'ici la fin de l'année. Et dans l'actualité tech et auto notamment, Léa, pour la première fois, BYD va produire ses voitures en Europe. Et oui, le constructeur chinois a lancé cette semaine dans son usine en Hongrie la production pilote de sa petite citadine électrique, la Dolphin Surf. La production de masse devrait débuter d'ici le deuxième trimestre. En assemblant ces véhicules dans le vieux continent, BYD échappe ainsi aux droits de douane imposés par l'Union européenne sur les importations chinoises. Dans l'actualité des consoles de jeux vidéo, la prochaine Xbox pourrait sortir l'an prochain avec comme nom de code Magnus. C'est la patronne d'AMD qui a vendu la mèche lors de la présentation de ses trimestriels, confirmant que la puce serait prête pour un lancement en 2027. Pour rappel, AMD est l'un des partenaires historiques de Microsoft pour la Xbox. Et on reste dans le domaine avec la Switch qui devient la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo. Lancée en 2017, elle s'est écoulée à 155 millions d'exemplaires dans le monde, dépassant ainsi la mythique DS. La Switch 2 démarre aussi très fort avec 17 millions de consoles vendues en seulement 8 mois. En revanche, Nintendo souffre en bourse depuis l'annonce de ses résultats. Les marchés s'inquiètent du ralentissement des ventes de jeux et du coût de la RAM qui pourrait affecter le prix des consoles. Et pour finir, on reste dans les jeux vidéo avec Multijoueur, votre émission présentée par Mélinda Davansoulas, qui sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et cette semaine, au menu, un mois de février à haut risque pour Ubisoft, entre annulation de jeux, fermeture de studios et un plan de licenciement. Le géant français traverse une très mauvaise passe et on écoute un extrait. Ils sont quand même sur une crise profonde qui remonte à peut-être même avant le Covid, très largement, parce que c'est une boîte où il y a eu des, pour le dire vite, des gros soucis en interne, des histoires de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, de conditions de travail qui n'allaient pas, de studios, de fonctionnement des studios où on redispatchait les équipes un peu à l'arrache sur certains trucs, certains on les laissait au placard entre deux projets. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas dans la manière de fonctionner d'Ubisoft. Qu'on pensait peut-être un peu régler, notamment avec le dernier accord qu'il y a eu sur le télétravail, où on s'est dit, bon, peut-être que finalement... ils vont réussir à trouver un accord. On a trouvé une espèce de voie l'entre-deux. Et là, ouais, patatras, on a vraiment la direction qui finalement dit, bon, allez, en fait, on reprend tout à zéro. On a ces fameuses maisons créatives qui sont une manière... après, je le surinterprète peut-être, mais pour moi, c'est une manière de de bien cloisonner les projets et de bien cloisonner l'argent. Et si vous voulez regarder cette émission en intégralité ou l'écouter, vous allez sur l'appli BFM Business ou sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Il est 20h37. Justement, petit détour du côté du site de BFM Tech avant de retrouver notre invité, le patron de QTI. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Et Kesso Diallo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler d'une entreprise chinoise qui a conçu, écoutez bien, une manette un peu bizarre, qui est capable de mesurer la fréquence cardiaque. Oui, cette entreprise chinoise, elle s'appelle Ambernic. Elle est spécialisée dans les consoles d'émulation et les accessoires. Et elle a récemment dévoilé une manette qui s'appelle la RG G01. C'est une manette en fait qui est dotée d'un capteur pour surveiller la fréquence cardiaque du joueur. Ce capteur, il est situé du côté droit de la manette pour prendre le pouls du joueur en permanence. Et la fréquence cardiaque, en fait, elle s'affiche sur un écran de 2,5 pouces qui occupe le centre de la manette. Tu as même une alarme qui pourra se déclencher si la fréquence cardiaque dépasse un certain seuil. Bon, on ne sait pas à quoi ressemblera cette alarme, mais c'est quand même impressionnant. Par exemple, si tu perds à Mario Kart face à moi, oui. Tu auras l'alarme qui se mettra en route, c'est ça, en gros. C'est ça. Okay. Et après une partie, le joueur pourra même accéder à un historique pour voir à quel moment le jeu l'a le plus fait stresser. C'est ça. Mais bon, à part ça, c'est une manette comme une autre, en fait ?
Oui, un peu, à part son écran qui sert aussi de tableau de bord. Il permet de modifier la configuration des boutons, mais aussi de mettre en place des raccourcis pour effectuer une série d'actions en appuyant sur un seul bouton. À part ça, c'est une manette qui est plutôt classique. Elle se connecte en filaire, mais il est aussi possible de jouer sans fil grâce à une connexion Bluetooth. La manette, elle fonctionne aussi avec plusieurs appareils, comme la Nintendo Switch, un Mac ou même un iPhone. Mais pour l'instant, par contre, on ne connaît pas encore son prix ni sa date de sortie, parce qu'Ambernic l'annonce seulement pour bientôt. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'objets connectés qui intègrent des capteurs, et notamment des capteurs de fréquence cardiaque. On a vu Apple avec les nouveaux AirPods 3 qui intègrent justement cette fonctionnalité. Voilà, même dans les consoles de jeux. Merci beaucoup Kesso. Si cette manette vous interpelle, n'hésitez pas à aller sur le site de BFM Tech. Évidemment, Kesso et toute la rédaction vous en dit plus. Il est 20h39. Tout de suite, mon invité sur le plateau de Tech & Co. Je reçois le CEO de Qtile. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Patrick Pérez est avec nous pour une petite vingtaine de minutes et c'est toujours un plaisir que de le recevoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. CEO de Qtile, ancien patron de l'IA chez Valeo. J'ai retrouvé ça dans votre pédigré, c'est intéressant. Et depuis donc 2023, vous êtes à la tête de cette... on va dire pépite de l'intelligence artificielle qui est reconnue mondialement, qui s'est focalisée sur la voix. Hein, c'est ça, Qtile, c'est la voix. On se souvient de Moshi, qui était votre première, on va dire, expérimentation. Notre première mondiale. Ouais, c'était ça. C'était en fait une IA qui pouvait couper la parole parce qu'elle comprenait, en fait, avant qu'on termine la phrase, ce qu'on voulait dire. C'est ça ? On appelle du full duplex dans le jargon. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ça vous avez continué ou vous êtes passé à autre chose ? Non, on continue. D'autres ont enfin repris, comme Nvidia en particulier. Ok. Puisque nous, on fait de l'open source, et donc ils ont pu reprendre. Alors oui, on a fait depuis le début beaucoup de travaux et de progrès autour de la voix. Il y a le dialogue, mais aussi la transcription. Oui, avec Hibiki. Alors ça, c'est la traduction. La traduction, simultanée, la transcription, la synthèse, on va en reparler ce soir. Mais on ne fait pas que de la voix, on fait aussi de la vision, on s'intéresse à d'autres sujets dont on parlera un peu plus tard. Ah, la vision aussi. La vision, ça fait un moment et ça se couple assez bien avec la voix aussi. C'est clair. Mais je vous réserverai une petite question quand même à la fin pour tout ça. Avant de rentrer dans le détail de ce pourquoi vous êtes là ce soir, un mot sur on va dire la mission de Qtile, parce que tout ce que vous faites, vous le dites, c'est de l'open source. Il n'y a pas de considération commerciale, ok ? Rappelons que vos mécènes sont CMA-CGM, qui est d'ailleurs l'actionnaire du groupe média que vous regardez, et notamment BFM Business. Il y a aussi Iliad Group et Schmidt Science, donc Eric Schmidt, qui était le patron de Google. Ouais. L'idée, c'est que voilà, vous avez une cagnotte qui était, je crois, de 300 millions. À peu près, ouais. Et qu'est-ce qu'on vous dit, en fait ? Quelle est votre mission avec cet argent-là ? C'est de l'utiliser le mieux possible pour faire de la recherche au meilleur niveau possible et plutôt amont, ou disons d'usage général, pour avoir un impact maximum à travers le choix des projets, mais aussi la mise à disposition, en effet, en libre des briques logicielles, des modèles, et puis de la connaissance à travers les publications scientifiques. D'accord. Et donc vous publiez quelque chose, en tout cas une innovation, et puis après, qui veut la prend et s'en empare, c'est ça ? C'est ça. Et un certain nombre de gens s'en emparent, donc ça c'est bien. Et on continue, c'est ça la mission, vraiment de faire la science ouverte pour que des alternatives à d'autres modèles plus fermés soient disponibles, ce qui est évidemment important s'agissant de technologies aussi importantes et plus en plus importantes d'un point de vue économique, etc. Alors, donc, il y a eu énormément d'innovations. On parlera tout à l'heure de votre volonté de vous intéresser à la vision, mais vous êtes là ce soir pour Invisible Voice, qui est né en fait de la rencontre entre vous et Olivier Goua, qui est entrepreneur, ambassadeur de l'Institut du cerveau, parrain des Invincibles et atteint de cette maladie qui est terrible, qui est la maladie de Charcot. Qui, de manière inexorable, enferme en fait la personne qui est atteinte de cette maladie, avec évidemment un pronostic très sombre. Racontez-nous cette histoire qui est, je pense, au-delà de la technologie, qui est hyper humaine. Racontez-nous tout ça.
C'est ce que vous dites. En fait, c'est la rencontre de la technologie, de l'IA et de l'humain. En fait, assez tôt après la création de QTI, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier, qui est un type extraordinaire et qui met toute son énergie désormais au service des malades, de la cause, etc. Et on a assez vite réalisé que les percées que nous étions en train de faire sur les technologies vocales, l'IA vocale, pourraient être mis au service de l'assistance à la communication pour des gens qui, comme lui, mais ça peut être d'autres maladies d'ailleurs, sont progressivement ou subitement privés de la parole. Et c'est pas que l'histoire de parler avec la voix d'avant qui se fait avec de la synthèse vocale, mais c'est déjà beaucoup. Mais là, c'est vraiment un dispositif qui permet à l'utilisateur, au patient, de s'insérer dans la discussion, donc d'interagir à nouveau de façon suffisamment rapide avec les gens autour pour retrouver plus de liens et plus de fluidité dans la discussion, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. Donc c'était ça le projet. Et donc avec Gabriel, qu'on voit sur ces images, qui est ingénieur dans l'équipe, on a travaillé sur un prototype avec Olivier, dont on a fait l'annonce en janvier, au même moment où on open sourçait les briques du modèle. Alors évidemment, tout ça est très émouvant parce que, là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans le ressenti humain. Vous avez rencontré Olivier, bien évidemment. Bien sûr, plusieurs fois, on continue. Bien sûr, parce qu'en fait, est-ce qu'il a collaboré de quelle manière il a collaboré avec vous pour arriver à Invisible Voice. Et après, vous allez nous expliquer comment ça marche. Oui, bien sûr. Justement. Pourquoi ce nom imprononçable Ça va, pour l'instant, on s'en sort bien. Ouais, c'est pas mal. Voix invincible, c'est bien aussi. Voix invincible. On a beaucoup... Alors, on s'est vu quelques fois, on continue à se voir. Alors, depuis le début du mois aussi, en lien avec la communication autour de cette technologie, parce qu'on veut vraiment qu'elle soit diffusée et reprise par d'autres. Que vous puissiez communiquer là-dessus. Et que d'autres s'en saisissent. Donc après, on échange constamment par messagerie avec Olivier, Gabriel et d'autres personnes qui sont proches du projet. Et ça pue comme ça. Après, on lui mettait le prototype entre les mains, il essayait, il nous faisait du feedback. Donc c'était assez itératif. Il y a eu des essais aussi en live avec lui, jusqu'à ce qu'on arrive à une forme de prototype qui nous paraissait suffisamment abouti, non pas pour devenir un produit ou un dispositif médical, encore moins, mais comme un socle qui permettrait à d'autres de faire vraiment les dispositifs finaux. Olivier, aujourd'hui, il communique comment, en fait ? Donc, il ne parle plus du tout. Il ne parle plus du tout. Donc, il communique via des interfaces tactiles, donc avec ses mains. Il peut taper du texte et le montrer, ce qui est, en tout cas dans mon expérience, qu'il utilise le plus. Ce qui permet de communiquer avec la personne qui est en face de lui. Mais qui est très, très lent. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, il peut utiliser ce qu'il utilise d'ailleurs quand il est dans beaucoup d'interventions publiques, des phrases et les réponses ou le texte ayant été préparé. Il y a de la synthèse vocale de très bonne qualité avec sa voix, mais qui est déjà pré-calculé, qui est donc joué sur le donc c'est lui qui choisit la réponse, en fait. C'est lui qui écrit sa réponse, et puis après elle est mise en voix avec de la synthèse vocale et du clonage vocal. Et puis donc l'outil qu'on a travaillé avec lui, c'est un outil qui permet de faire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de ne pas avoir à taper lettre par lettre au fil de l'eau dans la discussion, tout en ayant accès à de la synthèse vocale de qualité via une interface maligne basée sur un chatbot textuel et nos propres technologies vocales de transcription et de synthèse, avec l'idée que ça devrait être très rapide. Alors concrètement, comment ça marche en fait ? Olivier échange avec quelqu'un, il a cette technologie, il a Invisible Voice, comment ça marche ? Du coup, il a son ordi devant lui, l'interlocuteur parle, notre modèle de transcription vocale transcrit très très rapidement sur l'écran, et l'IA, qui est une IA le second module qui est une IA textuelle, qui est extrêmement informé de tout un tas d'éléments concernant la vie d'Olivier, ses activités, son actualité, des choses qu'il a décidé, lui, d'injecter dans la connaissance du modèle. Donc en fait, il y a une à côté de lui, il y a un petit Olivier, exactement, Olivier numérique.
C'est ça? C'est exactement ça. Qui va écouter avec lui. Oui. Et qui propose plusieurs réponses donc, différentes, le plus souvent pertinentes, puisque très puisqu'elles lui ressemblent finalement, c'est ça? Et il n'a plus qu'à choisir. Alors, si une des 4 réponses, il y en a 4 à l'écran pour des histoires d'ergonomie, si une des 4 lui convient, il n'a plus qu'à cliquer. Et instantanément, il y a sa voix qui parle, qui met en voix la réponse. S'il n'est pas complètement content, il veut préciser, infléchir, il y a une autre partie de l'interface qui permet assez simplement de diriger avec un mot-clé qu'il n'a qu'à choisir dans une liste de mots-clés, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais vraiment, la gageure ici, c'est que ça soit en moyenne beaucoup plus rapide que de devoir taper lettre par lettre, même avec de façon prédictive, avant de faire la synthèse vocale. Et ça change complètement le type de discussion accessible, en fait. Il y en a certaines qui sont juste trop laborieuses ou trop coûteuses en énergie si on doit taper le texte intégralement. Et puis lui, ça doit le fatiguer, en plus de ça. Donc là, même s'il est invincible. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que le combat qu'il mène est totalement admirable. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette technologie, c'est qu'il y a à la fois la voix, mais il y a aussi l'intelligence, en fait, de la réponse. Ouais. Et comment vous avez nourri, en fait? C'est vous qui vous êtes occupé de ça? Vous avez tout fait, en fait, tout le projet, c'est vous? C'est Qtile? Oui, enfin, la brique textuelle, c'est un modèle, un LLM, un modèle de langage open source sur étagère, qui est de très bonne qualité, c'était important. On sait ce que c'est ou pas? Là, dans la démo actuelle, mais ça pourrait être interchangeable, c'est Qwen. D'accord, ok. Voilà. Et les briques, donc nous, les briques de transcription et de synthèse, c'est vraiment un de nos savoir-faire, parce qu'il faut que ça soit robuste, de très bonne qualité, extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment une de nos fiertés. Et puis, il y a tout l'assemblage, la conception de l'interface, qui est très importante, évidemment, pour que ça soit aussi facile à utiliser que possible, aussi quand les gestes commencent à devenir plus difficiles. Et donc, c'est un système avec plusieurs briques d'IA et puis de la glue, si vous voulez, entre les différentes briques. L'idée, c'est que Olivier donc, utilise cette technologie. Elle n'est pas faite que pour Olivier, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Ouais. Alors là, on parle de la maladie de Charcot, qui est la sclérose en plaques aussi, mais il y a d'autres maladies qui... un tétraplégique, enfin il y a des personnes qui aujourd'hui sont paralysées, ne peuvent plus parler pour des raisons AVC, etc., mais qui ont conscience de ce qui se passe. Cette innovation, vous allez la rendre disponible? Alors, elle est déjà disponible. C'est vraiment de l'open source. Alors, évidemment, c'est un peu technique à installer, d'autant qu'il... Mais est-ce qu'il pourrait... ça ne serait pas l'idéal de la packager, en quelque sorte, de la rendre plus plug and play? Elle n'est pas suffisamment, et puis il faut effectivement en plus affiner les interfaces en fonction justement des conditions des patients, bien sûr. Des maladies, etc. Et puis il faut nourrir cette IA, ce LLM pour qu'elle puisse apprendre de la personne. Ça c'est facile, c'est via le contexte. Okay. Via le contexte, ça se fait en amont, il y a une interface qui a été faite pour ça, mais c'est vraiment rendre la chose aussi fluide que possible, aussi fiable que possible et personnalisable en fonction des conditions des personnes. Elle est déjà disponible, toutes les briques sont disponibles, c'est assez facile à faire évoluer, mais pour en faire un dispositif de type médical, ça nécessite par ailleurs, c'est un vrai métier, la certification, etc. Donc nous vraiment... Oui, bien sûr, vous donnez les briques essentielles. Ouais, et que d'autres s'en saisissent. Ouais. On est ravis d'aider, mais vraiment, ce qui nous importe maintenant, et c'est le message dans la campagne qu'on a diffusé depuis 2-3 semaines, c'est aussi de faire un appel. D'abord, il y a un message aux malades ou aux proches, c'est quand on est diagnostiqué, de s'assurer qu'il y ait des enregistrements de la voix de bonne qualité au préalable. Et en fait, il suffit de 10 secondes. Donc ça a l'air très peu comme ça. C'est pas des heures et des heures d'enregistrement. Aujourd'hui, il suffit de 10 secondes de phrases pour arriver à synthétiser la voix. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est le premier message. Un message aux développeurs et aux entrepreneurs de ce domaine-là pour en faire des vrais produits et puis éventuellement à des mécènes. C'est pas troublant, tout ça? Quand vous êtes avec Olivier, que vous lui redonnez la parole, alors c'est presque une caricature ce que je dis, mais quand il recommence à dialoguer comme ça, c'est pas troublant d'être là et de constater tout ça? Alors c'est extrêmement émouvant, c'est très gratifiant parce que c'était vraiment le but. Puis ça confirme vraiment cette chose importante quand on est chercheur ou ingénieur en IA, c'est que
Il y a beaucoup d'applications très positives. Ce n'est pas nécessairement celle dont on entend le plus parler. Par ailleurs, ça concerne moins de gens que d'autres applications. Mais c'est quand même beaucoup de gens, quand on voit le drame que c'est. C'est un demi-million de personnes qui ont la maladie de Charcot dans le monde, plus de 8000, je crois, en France. Et ça va continuer. Puis, vous mentionniez d'autres maladies ou accidents. Depuis qu'on a... Donc, ça fait moins d'un mois qu'on a sorti la campagne avec les très jolis films et les briques en open source. On a énormément de messages et c'est pas que des gens comme les Charcot ou des proches, mais c'est des AVC, etc. ou des difficultés de langage, en fait. Et pour moi, c'est vraiment, c'est effectivement, ça préfigure vraiment un ensemble de technologies à base d'IA pour l'aide. Mais qu'est-ce que ça préfigure, justement, Patrick ? Comment vous imaginez l'avenir ? Là, on en est à l'an zéro, on est d'accord ? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Je pense que des assistants pour l'aide ou pour l'amélioration de la qualité de vie pour plein de gens à travers la planète qui ont des difficultés à parler, qui sont malentendants, malvoyants, etc., avec des dispositifs qui, en plus, à terme, seront entièrement portable. Là, ça passe par le cloud parce qu'il y a un gros modèle de langage. Mais tout ça, ça tiendrait dans un... Ça va finir par tenir. Le jour où on aura des modèles de langage de taille beaucoup plus faible. La partie synthèse vocale, dans la version de Invincible Voice, elle est un peu conséquente. Dans la voix d'Olivier, c'est ça ? Oui. Enfin, la voix, une fois de plus, reproduire la voix, c'est techniquement difficile, mais c'est pas ça qui fait que le modèle est beaucoup plus gros. Ouais. Mais il se trouve que la semaine qui a précédé la sortie de ce prototype, on a aussi sorti en open source un nouveau TTS, donc synthétiseur vocal, issu des travaux de recherche de l'équipe, qu'on appelle Pocket TTS, et qui est beaucoup plus petit, qui peut tourner sur le CPU d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un laptop. Ouais. Donc, un jour, tout va être ramassé. C'est une question de temps, en fait, tout ça. Ouais. Derrière tout ça, comment vous... Parce que j'imagine quand même, vous avez une vision, même si elle est un petit peu lointaine, mais tout ce que vous faites tend vers quoi ? Moi, j'ai l'impression que c'est... On va vers la robotique quand même, beaucoup. Parce que, voilà, et là je m'éloigne du sujet d'Olivier, c'est autre chose, mais vous dites que vous travaillez sur la vision, j'imagine que vous allez un peu dans cette direction, on voit que la voix progresse aussi, etc. Vous êtes en train de créer des premières briques, on va dire, de l'intelligence de la robotique de demain, à votre avis ? C'est vraiment des choses, effectivement, qui commencent à structurer même assez fortement nos axes de recherche. La voix, c'est l'interface la plus fluide, la plus naturelle avec une machine ou via une machine dans le cas d'Invincible Voice. Beaucoup de robots, pour communiquer avec eux, ça ne va pas passer par un clavier et un écran. La vision, c'est le mode quasi de perception de l'environnement pour des plateformes robotiques, y compris des voitures d'ailleurs. Bien sûr. Donc et le faire en temps réel de façon fiable, c'est ça qui nourrit ensuite la compréhension de l'environnement pour la machine. Et puis on travaille aussi depuis peu sur quelque chose dont pas mal de gens parlent par ailleurs sous un nom un petit peu intriguant, en anglais les world models, donc les modèles du monde. Donc, qui occupe pas mal l'écosystème IA. Et la spécialité de Yann Lequin, qui vient de une des spécialités, effectivement. Sa structure. Il est toujours directeur scientifique chez vous, parce que je sais qu'au début de QTAC, il est conseiller scientifique. Il fait partie de notre conseil scientifique. Vous bossez avec lui, justement on n'a pas de collaboration, mais on a des interactions avec lui. On a des échanges, y compris quand... Les meilleurs Français de l'IA doivent collaborer ensemble. Il faudrait, on est d'accord. On est d'accord. Allons-y. Mais oui, effectivement, c'est un gros sujet qui va occuper pas mal de gens sur la place parisienne, parce qu'il y a aussi des gens qui font la robotique de plus en plus à Paris. Et les modèles du monde, c'est des simulateurs neuronaux d'environnement qui permettent ensuite d'entraîner des agents, en particulier robotiques, de façon rapide et efficace, puisque c'est complètement virtuel. Après, on voit ce que ça donne dans le monde réel.
Alors, vivement que vous veniez nous présenter la prochaine brique, la Vision, enfin, en tout cas, l'IA de Vision que vous êtes en train de mettre en place. On écoutera ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Patrick Pérez, et bravo pour cette initiative avec Olivier, qu'on salue, voilà, s'il nous écoute ou s'il nous regarde. Voilà, un courage admirable. Ce Tech & Co est terminé. On se retrouve bien sûr demain. On sera là dès 19h30. Radio, télé, vos 90 minutes de tech comme chaque soir. À demain, avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.